j'ai consacré un dossier, un dossier entier au Black Lives Matter pour le site Strategica. Donc vos lecteurs peuvent aller le trouver sur ce site, donc strategica.fr. Donc dans ce dossier, je retrace un peu l'historique du mouvement qui au départ est apparu il y a quelques années sous la forme ce qu'on appelle maintenant un hashtag sur les réseaux sociaux. En fait, ce serait un mot dièse en bon français, c'est-à-dire un peu une sorte de mot d'appel un petit peu qui était donc les vies noires contre Black Lives Matter en anglais, qui a été lancé par des militantes afro-américaines suite à l'assassinat d'un jeune afro-américain il y a quelques années, et peu avant les émeutes de Ferguson qui avaient eu lieu, si je ne me trompe, entre 2014 et 2015. Suite à cela, ce mouvement s'est structuré et on va dire un peu spontané qu'il était, est devenu une vraie mouvance organisée avec des succursales, même dans différents pays à l'international. Et en fait, je me suis penché sur effectivement l'origine du mouvement, son financement, ses acteurs et son agenda. Quand on voit un peu on est assommé par si on en suit la narration des médias officiels, on va dire, on a la mort récente du George Floyd. Et puis, suite à ça, on aurait donc des soulèvements de population, des manifestations presque autonomes qui seraient comme ça spontanées, qui auraient surgi du tréfonds de la société civile. Mais si on se penche réellement sur l'historique du mouvement, on se rend compte que donc depuis des années, il existe donc cette mouvance et en se penchant sur les animateurs, et principalement ce sont souvent des femmes, les animatrices en tout cas officielles du mouvement, ce sont toutes donc des Afro-américaines qui ont passé beaucoup de leur carrière politique de leur engagement politique avant Black Lives Matter au sein d'organisations d'extrême gauche très influentes aux États-Unis, dont la FRSO, qui s'appelle Freedom Road Socialist Organization. Voilà, donc je donne le détail un petit peu du trajet des différents animateurs et animatrices du mouvement, et on arrive un petit peu à comprendre un peu mieux ce qui se passe, c'est-à-dire on a une mouvance effectivement communautaire à destination des populations afro-américaines, mais qui est entièrement animée et pilotée par des gens qui ont été formés au sein de l'extrême gauche trotskiste américaine, et qui elle-même est reliée un peu à tout l'extrême gauche à l'international. Et on a ces animatrices, comme je vous disais, qui sont souvent des femmes, qui sont en fait aussi, qui se revendiquent lesbiennes, et qui ont dans leur agenda si on veut, tous les mots d'ordre du politiquement correct, et principalement ce qu'on appelle maintenant le LGBT, hein. Donc tout l'agenda homosexualiste mondialiste. Ce qui est tout de même assez étrange pour des mouvements à destination, si c'était des mouvements spontanés de la communauté afro-américaine, on sait que les gens d'origine africaine sont parmi les moins compatibles, on va dire, avec l'agenda homosexualiste. Et donc on voit au travers de cette mouvance une tentative aussi d'encadrer le discours de ces communautés-là et de le formater à l'agenda LGBT globaliste. Alors pourquoi globaliste? Parce que si on se penche sur le financement donc de ces associations d'extrême gauche qui encadrent elles-mêmes le Black Lives Matter et les principaux animateurs, on se rend compte que ces organisations d'extrême gauche qui encadrent le mouvement Black Lives Matter sont elles-mêmes largement financées par les associations, les associations et les financiers globalistes, comme celle de George Soros, qui a par exemple financé tout un ensemble
d'associations proches de ce Freedom Road Socialist Organization à hauteur de 33 millions de dollars. Ça, c'était pour autour de 2015-2016. Donc maintenant, on est à beaucoup plus. Il y a aussi un fonds à destination pour aider le Black Lives Matter qui a été fondé par plusieurs grosses structures de philanthropie américaines, en tout cas situées aux États-Unis, dont la Fondation Ford, et aussi une organisation qui est peu connue, mais qui finance beaucoup d'initiatives de ce type-là, qui est la Borealis Philanthropy Foundation, association qui est aussi reliée en fait au parti démocrate. Donc en fait, si on regarde bien ce qui se passe, ça qui est intéressant aussi de voir, c'est que par exemple, on voit on a vu des événements très violents. On a vu aussi dans certaines villes américaines l'extrême gauche qui a installé ce qu'ils appellent des zones autonomes temporaires, c'est-à-dire vraiment des zones occupées par les militants et autogérées, dans le principe un peu ce qu'on voit quand il y a les mouvements universitaires en France. Souvent, ils occupent une université et puis ils l'autogèrent, comme ils disent. Ça, étendu à l'échelle de centres-villes entiers, c'est quelque chose qui n'aurait pas été possible si une partie des élus et de l'appareil du Parti démocrate américain ne soutenait pas ouvertement ce qui se passe et finalement n'était pas relié lui-même au courant de l'extrême gauche globaliste américaine. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, c'est ce que je montre aussi dans l'étude, au fur et à mesure des années, une aile, on va dire l'aile la plus radicale, la plus trotskiste, a pris un peu le dessus dans beaucoup de villes, dans beaucoup d'antennes du Parti démocratique américain, Parti démocrate américain, dans beaucoup de villes. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre ça. C'est-à-dire que ces événements ne sont pas des soulèvements juste spontanés, mais quelque chose qui a été préparé en amont de longue date par des financements et par une structuration politique. C'est les jeunes femmes qui ont lancé le mot d'ordre au départ Black Lives Matter toutes seules seraient pas arrivées à faire quelque chose de ce type-là si derrière il n'y avait pas le soutien, comme je le dis, à la fois la structure, l'organisation structurelle des organisations type trotskiste et derrière la finance globaliste. Alors pourquoi la finance globaliste et pourquoi une partie du Parti démocrate soutient cette mouvance? C'est évidemment pour faire tomber Donald Trump, ou en tout cas pour lui saboter sa fin de mandat et pour faire penser à l'électorat américain que finalement reconduire Donald Trump, ce serait voter pour le chaos. Parce que finalement, le bilan de Donald Trump était globalement positif avant le confinement suite au Covid-19. Le politique de nationalisme économique de Donald Trump commençait à avoir ses résultats. Notamment, aux États-Unis, nous, depuis la France, on perçoit mal ça, mais il y a des zones entières qui sont complètement sinistrées économiquement. Et surtout, le plus paradoxal, c'est que le chômage au sein des populations afro-américaines n'a jamais été aussi bas dans l'histoire récente des États-Unis que sous Donald Trump. Donc on a quelque chose finalement d'assez cynique, puisqu'on a des gens qui prétendent se tenir à la vie des Noirs, comme dit le slogan, mais qui finalement instrumentent cette colère-là contre leur adversaire politique. Moi, l'analyse... pardon, oui. Mais cette instrumentalisation n'est pas récente, puisque vous la faites remonter à 2010-2012, donc avant Trump. Et quel est le but final de cette... est-ce que c'est de créer un désordre dans la société, ou est-ce qu'il y a d'autres buts? Déjà, le but, c'est d'avoir une armée de réserve, si on veut. C'est-à-dire, dans toute société, il y a des injustices et finalement des catégories qui sont laissées pour compte.
ben, il faut reprendre ces catégories de population en main et pouvoir en faire une armée de réserve pour l'utiliser à l'occasion. Alors la société américaine est une société très fracturée. Le projet de Donald Trump, justement, c'était d'essayer de juguler cette fracturation et cette hétérogénéité et de redonner un peu un sens politique à l'Amérique contemporaine. Et en fait, si vous voulez, faut toujours voir qui finance, parce que ceux qui payent commandent. Ceux qui financent ces mouvances-là, donc les Soros, toutes ces grandes fondations philanthropiques ou pseudo-philanthropiques liées au Parti démocrate, ont en fait une vision qui pour elles, qui est globaliste. D'ailleurs, pour eux, les États-Unis ne sont qu'une étape, donc sont une marche vers, comme ce qu'ils font en Union européenne, qu'une marche vers une gouvernance globale. Donc le projet de Trump de finalement construire une forme de nationalisme économique où l'Amérique pourrait devenir plus auto-centrée est quelque chose qui dérange leurs intérêts, leurs intérêts de classe en fait, hein, parce que finalement ce sont aussi des gens qui sont dont le pouvoir est lié à l'économie financiarisée. Et l'électorat de Trump, ce sont les classes moyennes, paupérisées, et qui voient en fait justement, dont l'économie est directement attaquée par cette classe financiarisée internationale. Donc en fait, on a finalement un parti démocrate et des mondialistes dont les intérêts sont internationaux, qui sont finalement logiquement alliés avec l'extrême gauche, qui elle aussi a un objectif internationaliste. De plus, souvent, les animateurs de cette extrême gauche sont souvent les fils à papa de ces financiers. Donc c'est un petit peu l'aile dure du capitalisme financiarisé. C'est un petit peu le mythe de l'extrême gauche, c'est toujours de faire croire qu'ils sont anticapitalistes, mais ils sont contre quel capitalisme? En fait, finalement, ils sont contre le capitalisme des classes moyennes et le capitalisme entrepreneurial, mais ils sont clairement soutenus, et en fait, c'est quelque chose qui est récurrent à travers tout le XXe siècle, et finalement, quand on connaît l'histoire réelle des mouvances d'extrême gauche, et principalement du trotskisme, c'est d'avoir toujours été financé de l'extérieur par la finance internationale pour affaiblir les nations et les nationalismes. Voilà. Donc là, on a cette tentative de ce qui s'est passé avec l'élection de Trump en 2016, c'est quelque chose, c'est un coup très dur qui a été porté au projet mondialiste à l'échelle internationale, puisque le projet globaliste s'est toujours appuyé principalement sur les États-Unis. Avec l'élection de Trump, on a une volonté d'une partie même d'une partie du complexe militaro-industriel américain de se réorienter et finalement de devenir plus occidentaliste que globaliste. On le voit dans la politique qui est suivie par Donald Trump à l'international, on le voit par les sorties régulières que fait le secrétaire d'État Mike Pompeo, à la fois contre l'ONU, mais aussi contre les rivaux géostratégiques contemporains de l'Amérique, des intérêts américains, que peut être principalement la Chine, mais aussi l'Iran et d'autres. Donc on a une confrontation globale où en fait l'administration Trump a une volonté de réorienter la politique américaine et aussi au niveau du soutien à Israël. L'administration Trump est une administration qui est très, très pro-sioniste, tout en étant très anti-globaliste au sens du soutien à un projet de fin des États-nations. Donc ça aussi, ce sont des clivages qui sont intéressants à observer. Voilà. Ceci dit, malgré cela, on a vu récemment
je crois, quelque chose comme 400 associations juives et comment dire, et synagogues aussi, qui ont soutenu, qui ont lancé un appel public à soutenir le Black Lives Matter, le mouvement Black Lives Matter. Donc tout ça, en fait, on a des fractures un petit peu dans tous les sens. Et le problème, c'est que il est plus compliqué de construire un projet politique où on cherche à gommer l'hétérogénéité des forces en présence, comme ce que veut faire Trump, et finalement un projet où il est plus simple de semer le chaos en instrumentalisant les tensions et la colère des populations. Avec la crise économique consécutive au confinement et à la pandémie, que celle-ci soit réelle ou plus ou moins médiatique, on va avoir d'autant plus de mécontents et de gens qui vont être laissés sur le carreau et qui sera facile de récupérer et d'essayer d'orienter orienter la colère dans une direction, direction qu'on veut. Donc, vous faites l'état également de ce mouvement en France. Enfin, vous rappelez qu'il y a une personne en France qui a pris la tête de ce genre de mouvement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors en France, effectivement, on a vu assez vite émerger une tentative de greffer aussi cette mouvance-là sur les problématiques francophones, on va dire. Donc on a la sœur d'Adama Traoré, là, Assa Traoré, donc ce jeune homme là aussi qui donc Assa Traoré elle-même donc a le profil un petit peu qui ressemble aux animatrices américaines de Black Lives Matter, c'est-à-dire elle a elle-même un membre de sa famille qui a effectivement subi quelque chose qu'elle estime être une injustice, et donc, mais au-delà de ça, son engagement a été aussi pris en main par l'extrême gauche là pour le coup francophone. Étrangement, effectivement, on a vu que Assa Traoré a travaillé dans une fondation liée à la fondation Rothschild, et qu'en fait elle a pu bénéficier d'un arrêt de travail qui lui a permis de mener ses activités militantes et même d'aller sur les plateaux télé alors qu'elle était censée être en arrêt de travail. Bon, on a des choses comme ça, que là aussi je donne le détail dans l'étude, qui sont assez étonnantes. Mais surtout, ces gens-là, bon, ils ne sont que enfin, comment dire, ce sont que des roupages finalement, parce que quand vous arrivez avec l'argent nécessaire, vous trouvez le personnel militant qu'il vous faut, quoi. Il suffit d'arroser les bonnes personnes et après ça tourne. Mais ce qui est important de voir, c'est quel est l'objectif. Alors on a vu que par exemple la version française de Black Lives Matter a tenté de se greffer aux gilets jaunes, par exemple, avec un mot d'ordre clairement anti-patriote et essayer de communautariser les revendications et de gauchiser les revendications des gilets jaunes. Voilà, donc l'objectif, c'est un peu toujours le même. C'est du moment qu'on a le système, comment dire, le système globaliste qui crée des injustices, va essayer de canaliser les secteurs de population qui vont rentrer en révolte ou en sédition contre ces injustices. Et donc ils vont créer des discours adaptés aux différentes communautés pour les encadrer et aussi justement pour communautariser les revendications, pour d'une certaine manière les désocialiser ou enlever les aspects plus économiques et les centrer sur les aspects communautaires, ce qui est le meilleur moyen de court-circuiter des mouvements sociaux. Et c'est d'autant plus facile à faire dans des sociétés comment dire, multiculturelles. Aux États-Unis, bon, maintenant on arrive presque aux portes de la guerre civile. En France, progressivement, ils vont essayer aussi d'aller dans cette direction.
Je voyais récemment là sur les images sur les réseaux sociaux aux États-Unis défilés de Black Panthers ou de gens qui se revendiquent des Black Panthers armés, mais de centaines de personnes, centaines de militants noirs armés, gilets pare-balles, fusils, certains fusils d'assaut, qui défilaient dans les rues. Donc voilà, donc bon, aux États-Unis, vous avez des gens comme ça, vous avez de l'autre côté des gens, des milices nationalistes blanches qui elles aussi sont armées. Donc, si la situation continue à pourrir, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. D'autant que si on regarde l'histoire américaine, la seule guerre qu'ils ont connue sur leur sol, c'est justement une guerre de sécession, une guerre civile. Donc on peut penser que le projet globaliste, si, de toute façon, ce qui est clair, c'est que les choses sont liées à l'international. L'élection de Trump a favorisé à l'échelle de l'Occident la montée du souverainisme, du populisme. Donc c'est un peu une sorte de combat planétaire, si on veut, entre deux forces. Mais ça ne veut pas dire que le régime de Trump est parfait, surtout pour nous, Européens, notamment ce qui concerne les questions au Moyen-Orient ou des questions géopolitiques. C'est plus que problématique pour les orientations françaises et européennes. Mais à l'échelle de ce que nous préparent les globalistes et leur projet de gouvernance globale, mondiale, post-nationale, comment dire, la réélection de Trump est une chose qui ne pourra que aller dans notre sens, car cela affaiblira encore toujours plus l'agenda globaliste. Mais pour les globalistes, il est hors de question que Trump repasse en novembre prochain. Et moi, pour revenir à l'échelle française, comme je vous disais, on a vu là aussi récemment là, les affrontements intercommunautaires entre Maghrébins et Tchétchènes. En fait, l'État français se délitant, justement sous la pression de la montée du mondialisme politique. Partant de là, la violence se répand dans la société et les mafias s'emparent de sections toujours plus importantes du territoire. Donc effectivement, on est aussi en France qu'au début de possibles instrumentalisations de ces questions. Mais surtout, on voit la séquence. On a eu le confinement sanitaire qui finalement a détruit une partie de l'économie réelle, de l'économie des classes moyennes et de l'économie qui est le carburant du populisme, et autant aux États-Unis qu'en Europe. Le mouvement suivant, c'est maintenant de manipuler les passions communautaires et le spectre d'affrontements intercommunautaires. Voilà, c'est toujours simple, hein, c'est diviser pour régner. Donc un pouvoir qui n'est plus légitime, qui sait qu'il y aura de toute façon des revendications sociales fortes, d'autant plus avec le nombre de chômeurs qui va augmenter suite justement aux pertes d'emplois consécutives au confinement sanitaire. Donc on n'a pas fini de voir des instrumentalisations. Ce qu'il faudrait vraiment que les gens comprennent, c'est notamment finalement la mouvance des personnes qui se sont engagées dans les gilets jaunes, ou ces gens-là comprennent que voilà, on n'est qu'au début de manipulation de ce type-là, mais on n'aura pas le choix que de construire un mouvement social et politique pour nous défendre des attaques des classes supérieures globalistes qui veulent en fait tout simplement détruire les sociétés, qui les attaquent par tous les vecteurs possibles. Ça, c'est justement ce que j'ai développé plutôt dans mon livre, c'est-à-dire les différents vecteurs qu'emploient les mondialistes pour déconstruire les sociétés occidentales. Puisque pour eux, l'Occident, au niveau géopolitique, n'est qu'une étape vers un État mondial. En fait. Oui, donc parlez-nous un peu de votre livre, puisque il est en réimpression, m'a-t-on dit. Oui, c'est ça. Oui. Donc, il va sortir. Alors, il s'appelle Soros. Soros est la société ouverte, métapolitique du globalisme. Donc, deuxième édition aux éditions Culture et Racines. Devrait sortir
prochainement, alors soit courant de l'été, soit à la rentrée. Justement, là aussi, l'éditeur a été retardé par tout ce qui est consécutif au confinement. Donc voilà, donc dans ce livre qui est sorti, la première édition est sortie en 2018. Celle-ci est une édition augmentée, mise à jour, avec une partie supplémentaire aussi consacrée à la France. Donc dans ce livre, je partais de George Soros, qui est qui est l'un finalement de ces milliardaires globalistes les plus influents. Et en fait, je décrivais à la fois sa biographie, ses influences idéologiques, son parcours personnel et professionnel, et son parcours politique et son idéologie politique. Et en fait, la manière dont il a accumulé des fortunes et la manière dont il use de sa fortune au service d'un agenda politique qui est de pure essence globaliste. Voilà. Et donc, et ensuite, ce que je montre, c'est aussi, bon, c'est un point d'entrée, en fait, dans ce monde de l'hyperclasse mondialiste, globaliste, qui a un projet politique très concret, parce qu'en fait, on a souvent l'accusation, moi c'est ce que je répète régulièrement, mais souvent on parle de théorie du complot, mais il n'y a pas ce n'est pas une théorie, et il n'y a même pas vraiment il n'y a pas de complot au sens, en fait, ces gens-là ont un projet, ils ne s'en cachent même pas. Simplement, il est effectivement brouillé aux yeux de la population, mais si on peut recouper l'historique de ce projet, et on voit qu'en fait, leur projet est clair, hein, c'est la démolition contrôlée des sociétés, leur reconfiguration, leur transformation progressive par étapes, par paliers, hein, comme dit Soros en s'inspirant de Karl Popper qui parlait de ça, d'une ingénierie sociale par palier, parce que je parle beaucoup de ça, d'ingénierie sociale dans le livre, et pour transformer la société et les amener en fait à une forme de gouvernance mondiale post-nationale. Il ne faut pas se leurrer, c'est que même ce qui se passe actuellement avec la pandémie et ses suites, comment dire, la société là est actuellement figée peut-être, mais pas pour tout le monde. Donc leur projet va continuer. Et là, en fait, on est que dans une étape de cette guerre qui est faite aux populations pour arriver à cette gouvernance globale. Et ce qui doit disparaître, ce sont les États souverains. Les États ne doivent plus être que des courroies de transmission d'une gouvernance qui sera située ailleurs que dans les États. Alors, on est déjà un peu dans cette configuration-là, mais malgré tout, les États continuent de garder trop de prérogatives pour les globalistes, et surtout, maintenant, les États, certains se crispent et veulent récupérer des prérogatives. Et c'est pour ça qu'on a maintenant cette confrontation, notamment aux États-Unis, confrontation qui est quand même assez inédite, hein, puisqu'on a quand même, depuis tout le XXe siècle, depuis après-Première Guerre mondiale, les États-Unis ont été l'avant-garde du libéralisme globaliste. Et bien là, la machine s'est grippée, et en fait, sous la pression du globalisme, de ce globalisme, aux États-Unis eux-mêmes, on a vu finalement des forces conservatrices se lever et vouloir finalement réorienter la politique internationale vers des intérêts qui soient plus ceux des États-Unis. Voilà, donc qui ne sont pas d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, même dans le cas de l'administration Trump, qui ne sont pas immédiatement les nôtres, mais qui peuvent, mais cette confrontation entre cet occidentalisme trumpien et ce mondialisme sorosien, bon ben clairement les coups que donne Trump à ce globalisme, bon ben vont dans notre sens. Oui. Mais c'est pour ça qu'ils vont tout faire pour semer le chaos d'ici. Ils ont tout tenté depuis le début, depuis l'élection de Trump et avant, pour l'empêcher d'exercer un mandat correctement. Ça n'a pas réussi, donc maintenant ils peuvent passer en mode. C'est tout l'intérêt d'avoir sous la main depuis des années ce type de mouvement-là, de les avoir alimentés, de les avoir financés. On se rend compte aussi des choses qu'on n'imagine pas trop, mais par exemple
oui, effectivement, la prégnance de cette extrême gauche américaine, l'importance. On a même un paradoxe, c'est que finalement, on se rend compte que peut-être que si une forme le communisme est en train de renaître, il peut renaître plus aux États-Unis. Ce sera un communisme 2.0, un communisme à l'ère d'Internet, mais parce que c'est ça le projet finalement globaliste. Ils vont profiter de ce qui se passe pour passer un palier et pour essayer d'amener leur vision de la société qui est post-nationale. Et qui est aussi comment dire, qui est aussi une forme de dictature écologiste, qui inclut tout un panel de choses, dictature sanitaire, vaccination de masse pour les populations. Oui, d'accord. On en passe et des meilleurs. Oui, voilà, oui, des choses que vos lecteurs connaissent bien. Bien, ben écoutez, merci beaucoup pour cette mise au point très intéressante sur ce qui se passe à l'heure actuelle aux États-Unis et puis qui nous menace aussi en Europe. Et puis, ben, à votre disposition, dès que votre bouquin est réédité pour le faire savoir et pour le mettre à la disposition de nos lecteurs. Merci à vous. Merci à vous. Puis, bravo pour votre travail, à vous aussi, et bonne continuation. Merci. Voilà, vous pouvez trouver, si vous voulez, toutes les informations dont je vous ai parlé, plus en détail, plus sur le site auquel je participe, qui s'appelle strategica.fr. D'accord. Bah, voilà.